Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur la plateforme Hack2Box. Donc on est sur la box Busqueda, donc qui est une box que j'ai déjà fait, une box easy sous Linux. Donc j'ai déjà démarré la box, je vais copier l'IP. J'ai déjà démarré évidemment ma machine virtuelle ici. J'ai déjà créé un répertoire exprès pour la box, je me suis déjà connecté au VPN évidemment. Donc ce qu'on peut faire pour commencer déjà c'est ping la machine cible. Donc on reçoit bien une réponse, donc c'est qu'on peut bien communiquer avec la machine cible, c'est bon. On va faire un scan nmap, donc nmap, l'adresse IP, donc "-a" pour scanner les ports ouverts ainsi que les services présents sur ces ports, leur version, et on va aussi exécuter les scripts par défaut de nmap. Pas tous les scripts, mais ceux qui sont par défaut. Donc "-p" pour scanner tous les ports, comme d'habitude, "-t5 pour scanner le plus rapidement possible, "-v pour activer le mode verbose, pour voir en temps réel quels ports ont été découverts, et "-on nmap_results.txt pour enregistrer le résultat du scan dans un fichier. Toujours enregistrer les résultats de vos scans dans des fichiers, c'est très important. Donc on a le port 80, le port 22, visiblement on n'a pas d'autres ports ouverts. Ok, donc on a OpenSSH 8.9p1 pour Ubuntu sur le port 22, donc on sait que la machine est sous Ubuntu, donc ça c'est très souvent le cas pour les box sur Hack2Box et même sur TryHackMe. On a Apache HTTP 2.4.52 sur le port 80, donc on a la version du serveur web présente sur le port 80. On sait qu'on peut envoyer des requêtes avec ces méthodes là, ok, et on voit qu'on est redirigé vers searcher.htb. On est redirigé vers une hôte virtuelle. On va copier cette hôte virtuelle, ce nom d'hôte virtuelle, et on va le renseigner dans notre fichier host, sudo nano /etc/host, pour tout simplement dire à notre machine que cette hôte virtuelle se situe, hop, je copie l'adresse IP, se situe à cette adresse IP là. Donc CTRL-S pour enregistrer et CTRL-X pour quitter. Ok. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est aller voir avec mon navigateur web ce qu'on peut trouver sur ce serveur web. Je colle l'adresse IP. Voilà, je suis redirigé vers searcher.htb. Avec Wapalizer, on peut regarder un peu s'il n'y a pas des choses intéressantes. Ok, donc on voit que le serveur web en fait tourne sous Flask. C'est bizarre que Nmap nous l'ait pas dit, mais visiblement le serveur web tourne sous Flask 2.1.2. Et là on a carrément la version de Python 3.10.6. À quoi, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce site? Search anything with Searcher. Donc en gros, donc à partir de ce site, vous voyez, on choisit le moteur de recherche, par exemple Yandex, YouTube, Udemy, n'importe quoi, Google, GitLab. On sélectionne et après on peut faire une recherche. Donc par exemple, je vais chercher test. Voilà, et là il nous redirige vers ce site-là normalement. Il l'a pas fait parce que j'ai pas coché auto redirect. Si on va un peu plus bas ici, vous voyez, donc ça aussi c'est très intéressant à faire. Vous pouvez regarder souvent en bas des sites web. Vous avez Powered by et vous voyez ce qui fait tourner le serveur web. Et là on voit Powered by Flask and Searcher 2.4.0. On voit qu'il y a Searcher 2.4.0 qui est utilisé sur le serveur web. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on a la version exacte. Donc ce qu'on peut faire avec ça déjà, c'est qu'on peut cliquer et ouvrir ça dans un nouvel onglet. Et aussi à côté, on va chercher Python Searcher 2.4.0 et on va voir s'il n'y a pas un exploit qui existe là-dessus. Searcher 2.4.0 RCE Python caused by the use of eval, donc la fonction eval. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un exploit. C'est juste un script pour les serveurs web qui font tourner une version vulnérable de Searcher. Ce script accepte un nom d'hôte, une adresse IP attaquante et le port attaquant. C'est l'adresse IP et le port qui vont recevoir le reverse shell. On va jeter un petit coup d'œil à l'exploit. Alors qu'est-ce qu'il fait cet exploit? Donc il passe par un proxy, là il définit un proxy. Bon, ça c'est si on veut enregistrer les requêtes dans Burp Suite par exemple. Il désactive alors ça c'est bien qu'il le fasse, il désactive les alertes par rapport au certificat HTTPS auto-signé. On n'aura pas à le faire nous-mêmes, ça c'est cool. Donc là on a notre payload pour le reverse shell, d'accord. Il l'encode en ASCII, il l'encode ensuite en base 64, ok. Et là il y a le payload. Et donc le payload visiblement c'est ça. Donc le payload c'est quoi? C'est une virgule. Ah non, c'est une guillemet. Donc à mon avis il escape, il s'échappe d'une guillemet, il referme une guillemet qui est censée être ouverte. Virgule, et il a l'air de passer quelque chose en paramètre à une fonction, j'imagine. On regardera après ça. Et aussi on importe le module OS et on exécute la fonction système
qui permet donc en Python d'exécuter des fonctions système, et ensuite il écho le reverse shell, il le décode et il l'exécute. Et après, donc, bon, il ferme tout ce qu'il faut, les parenthèses et tout, et il met un commentaire pour ignorer la suite du code. Puisqu'en fait, cette vulnérabilité, c'est une injection de code Python. On peut injecter du code Python. Parce qu'en fait, cette chaîne de caractères est passée dans la fonction eval. C'est ça le truc qui se passe en fait, c'est que notre payload sera passé dans la fonction eval. Je vais essayer de vous montrer, si on va dans Release ici, dans les releases de Searchor, si on va dans les releases de Searchor ici, et on va dans la version après la 2.4.0, c'est ça, hein, ouais, on devrait avoir une des versions qui patch, ah voilà, qui patch une vulnérabilité ici, vous voyez? Donc on peut voir le patch ici, on va le voir, on voit que ça parle de la fonction eval, j'aimerais bien voir le code, commit, on va dans commit ici, Removed eval from search CLI method. Ah, et là on a le code vulnérable, vous voyez. Donc ici on voit dans la fonction search qu'on va, dans la fonction eval, on va passer donc le moteur choisi, donc le moteur qu'on peut choisir ici, moi j'ai GitHub ici. Donc on passe le moteur ici, et on fait appel à la fonction search, donc le moteur .search, et ensuite on y passe ici notre requête, notre recherche, qu'on peut rentrer ici dans What do you want to search for. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de validation de l'entrée utilisateur, il n'y a pas de contrôle de ce que rentre l'utilisateur, ce qui fait qu'on peut rentrer ce qu'on veut. Il n'y a pas de filtre en fait. Et donc là, quand on ferme ce guillemet, avec notre payload ici, avec ce guillemet là, on peut ensuite injecter le code qu'on veut. Donc je vais télécharger cet exploit. Donc voilà, j'ai téléchargé l'exploit. Ici, si je fais ls, donc j'ai bien l'exploit ici. Donc Python 3, searchor 2.4.0 rce.py. Donc là, il nous demande un nom d'hôte, l'adresse IP attaquante et le port attaquant. D'ailleurs, cet exploit a l'air d'avoir été écrit exprès pour cette box. Je viens de voir que cet exploit a été écrit exprès pour cette box, puisqu'il nous donne déjà comme exemple searcher.htb. Donc c'est quelqu'un visiblement qui a écrit cet exploit pour la box. Étant donné qu'il est public, autant s'en servir. Je sais que la première fois que j'ai fait la box, j'ai dû l'exploiter à la main en entrant le payload sur Burp Suite. Je vais écrire searchor.htb. Mon adresse IP d'attaque, donc 10.10.14.101. Et le port d'écoute, je vais mettre 4444. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais me mettre sur écoute. pon4cs-lp 4444. Donc j'exécute pon4cs et je définis le port d'écoute sur 4444. Donc là, je suis sur écoute, j'attends une connexion pour ouvrir un reverse shell. Ici, j'exécute l'exploit. Si je retourne sur mon reverse shell, vous voyez, received connection from, et j'ai bien reçu une connexion de la machine cible. Donc si je fais CTRL D, voilà, je suis bien l'utilisateur SVC sur la machine Busqueda. Si je fais hostname, on vérifie, hein. Voilà, Busqueda. Si je fais ID, on est bien l'utilisateur SVC avec le UID 1000. Ok, donc on est sur la machine, on a un pied dans la machine. Alors je vais me rendre dans le répertoire utilisateur. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est donc de l'énumération locale pour essayer d'élever nos privilèges vers l'utilisateur root. Donc si je vais dans mon répertoire déjà, est-ce que j'ai des choses intéressantes? Donc on a le flag user, git config, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien d'intéressant, ok. Est-ce qu'on a des droits sudo? Non, il nous faut un mot de passe qu'on n'a pas. On n'a pas de mot de passe. Dans OPT, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des scripts dans /opt. Tiens. Checkport, full checkup, install flask, system checkup. Est-ce que dans /home on a d'autres utilisateurs? Visiblement non. Ce que je vais faire, c'est aller dans le répertoire temp. Ici, je vais fermer ça, on n'en a plus besoin. Je vais ouvrir un serveur web avec Python 3 avec le module http.server sur mon port 80 de ma machine attaquante. Et je vais définir la racine dans mes documents, outils, énumération Linux. Comme ça, sur la machine cible, je peux directement avec wget télécharger linpiz ainsi que pspy64, donc process spy. Maintenant, je peux les rendre exécutables avec chmod plus x, linpiz et pspy64. Donc normalement, ils sont exécutables maintenant. Voilà, il y a le petit X pour dire qu'ils sont exécutables. Je vais d'abord exécuter linpiz. On va voir si on trouve des choses intéressantes avec linpiz. Donc on voit que la machine tourne avec le noyau Linux 5.15.0. On a pas mal de faux positifs là, je sais pas pourquoi, à quoi c'est dû ça. Pourquoi est-ce qu'on a ça qui est en jaune fluo comme ça? On a git.searcher.htb qui est... visiblement on a une autre hôte virtuelle présente. Ok. Donc on voit qu'on a le port 3000 qui est en écoute sur l'adresse IP locale, donc qui est accessible seulement localement. Le port 5000 aussi, port 53, bon ça c'est pour le DNS, on s'en fout. 222, 3306, ça doit être pour MySQL. Moi ce que je fais en général quand je veux savoir un peu ce qu'il y a sur ces ports, c'est que je fais un petit curl localhost et le port 222. Ok, not allowed. Sur le port 3000. Sur le port 3000, visiblement, on a quelque chose. On a une application web. On a Gitty. On a Gitty qui est sur le port 3000. Est-ce qu'on a accès en lecture à ces scripts-là? Visiblement, non. On a répertoire.git auquel on n'a pas accès. Bon.
j'ai vu qu'il y avait MySQL puisqu'il y a le port 3306 qui est sur écoute localement. Sauf que je pense qu'il nous faut des identifiants. Je vais essayer MySQL-u root-p et en mot de passe je vais mettre root. Visiblement ça ne fonctionne pas, donc il nous faut des identifiants. En général, on peut trouver les identifiants dans la racine du serveur web. Donc je vais m'y rendre, var 3w. Dans HTML, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Alors je vais aller dans app. Dans app, qu'est-ce qu'on a? App.py, donc on a fichier app.py, on peut lire le code source si on veut. Donc là c'est juste le fichier principal qui exécute en gros le serveur web. Si je vais dans .git, on a pas mal de choses, on a un fichier config. Si je vais dans ce fichier config, et c'est toujours intéressant les fichiers config, vous voyez. Ici on a donc URL égale, et là on voit qu'on a, alors visiblement Kodi, je crois que c'est un nom d'utilisateur, et on a le mot de passe pour gitty.searcher.htb. On a les identifiants pour Gitty, donc on peut y jeter un œil pour accéder à certaines choses peut-être. Je vais voir si c'est le mot de passe aussi de l'utilisateur SVC. Je vais copier ça. Si je fais sudo-l et que je rentre ce mot de passe, et c'est aussi le mot de passe local pour l'utilisateur SVC, ok. Donc là on a une autre vulnérabilité, c'est la réutilisation de mots de passe. Donc toujours essayer d'utiliser des mots de passe différents pour les différents services quand c'est possible. Sinon évidemment il peut se passer ce genre de choses. Surtout quand c'est un mot de passe qui est présent en clair dans un fichier de config, faut mieux éviter de l'utiliser à d'autres endroits. Là ça aurait été pas mal de ne pas mettre le même mot de passe pour l'utilisateur SVC. Et visiblement on peut exécuter en tant que root les scripts, le script systemcheckup.py avec n'importe quel paramètre après. Le problème c'est qu'on n'a pas accès en lecture à ce script, on peut pas en lire le code. Et je pense qu'on peut le lire depuis Gitty. Donc il faut qu'on accède à Gitty. Pour accéder à Gitty, alors je vais essayer, je sais pas si c'est accessible depuis l'extérieur, je vais quand même essayer. Je vais faire sudo nano /etc/hosts. Je vais éditer mon fichier host et je vais rajouter l'hôte virtuel pour Gitty. Donc je fais gitty.searcher.htb, j'enregistre. Et on va voir si j'ai accès à gitty.searcher.htb. Et j'y ai accès. Donc je croyais que c'était pas accessible depuis l'extérieur directement, puisqu'il me semble que c'était, si je fais un netstat, que c'était sur écoute seulement localement, ouais c'est ça. Mais il doit y avoir un proxy qui redirige en fait le trafic vers le port 3000 en interne, depuis le port 80 ici. Donc ça doit être Nginx j'imagine, je sais pas. Peut-être qu'on peut faire ça avec Apache, je ne sais pas. En tout cas il y a quelque chose qui s'occupe de ça. Donc là on est sur Gitty. Si je fais explore déjà, on peut voir les utilisateurs. Donc on a l'utilisateur administrateur et l'utilisateur Kodi. On a le mot de passe de Kodi, mais je vais quand même voir si c'est pas le même mot de passe pour administrator. Ici, alors je sais pas si j'ai bien collé le mot de passe. Oui, si c'est ça. Donc j'ai bien collé le mot de passe, sign in. Mot de passe incorrect. Donc on va essayer de se connecter en tant que Kodi, toujours avec le même mot de passe, sign in. Et là on est bien connecté en tant que Kodi, on le voit en haut à... Ici on le voit pas avec ma caméra, mais on est bien connecté. Et donc si on va ici dans Explore, et là on a accès à un repository. Dans Repositories, ici on a notre... donc un repository auquel on a accès nous, en tant que Kodi, c'est Searcher Site. Donc on peut voir ce qu'il y a dessus, on a des templates, ok. J'ai pas accès à d'autres repositories. Alors je trouve rien d'autre intéressant sur Gitty, donc je vais juste voir si je peux exécuter au moins... je vais essayer d'exécuter ce script pour voir ce qui se passe. Donc clic droit, copier, je fais sudo, je colle la commande que j'ai le droit d'exécuter. N'a pas le droit en tant que root, help, ok. Donc je peux exécuter docker ps, docker inspect et full checkup. On peut lister les docker, donc les containers qui sont en cours d'exécution, ou on peut inspecter un container. Alors je vais essayer de lister les containers avec docker-ps. Donc on a deux conteneurs. Donc on a un conteneur pour Gitty visiblement et un conteneur pour MySQL. Ok. Si je fais docker inspect, dans mes souvenirs avec docker inspect, on peut afficher des trucs assez intéressants. Si je fais docker inspect, il faut le nom du conteneur. Si j'inspecte le conteneur qui a cette idée-là, donc le conteneur qui fait tourner Gitty, à format container name. Donc il faut le format. Si je mets une étoile, no such object. Alors je me rappelle pas du format, je vais chercher ça. Docker inspect format. On va sur la doc officielle, docker inspect. Est-ce qu'on a un exemple? Refer to formatting, formatting output with template, c'est ça qui nous intéresse. Join args. Est-ce qu'on n'a pas moyen de lister ce qu'on peut lister? JSON, donc là on peut afficher en JSON les modes, ok. Et qu'est-ce qu'on peut afficher comme info? Est-ce qu'on a une liste quelque part des infos qu'on peut afficher? Donc on peut lister network settings, config. On va essayer de copier ça pour voir ce qui se passe. Ah ok. On a on a l'image. Si je fais juste config. Ah, et là on a quelque chose d'intéressant, on a les variables d'environnement on dirait, ou en tout cas on a la configuration du container. On a un mot de passe, on a le mot de passe de la base de données ici,
je vais le copier. On a le mot de passe de la base de données. Et est-ce que ce serait le même mot de passe? Je vais essayer ça directement. Est-ce que ce serait le mot de passe de l'utilisateur administrator? Sur Gitee, on va essayer. Sign in. Si je mets administrator, je colle le mot de passe. Et c'était bien ça, on a pu se connecter. Est-ce qu'on a accès à d'autres repositories? Oui, on a accès au repository scripts, qui est privé. Et donc là, on a les fichiers qu'on a trouvés dans le répertoire /opt/script. Et donc ce sont des fichiers qu'on peut exécuter. En tout cas, system checkup, c'est un fichier qu'on peut exécuter en tant que root. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier ça en faisant sudo-l. C'est bien ça, on peut l'exécuter en tant que root. Vous voyez, system checkup. Donc on va aller voir le code de ce fichier-là. Donc là, on a les 3 actions qu'on peut faire. Donc full checkup, docker ps, docker inspect. Et ici, on voit que style action choisi, c'est full checkup. On a donc arglist, on a ça qui s'ajoute dans la variable arglist, qui est une liste. Je ne sais pas pourquoi il fait une liste avec un seul objet, mais bref. Et il utilise un chemin relatif pour exécuter fullcheckup.sh. Et ensuite, il fait appel à la fonction runCommand, donc il va exécuter cette commande, donc ce fichier. Donc quand on fait l'action fullcheckup, on exécute le fichier fullcheckup.sh. Ce qui se passe, c'est qu'il va chercher avec un chemin relatif. Et il va sûrement chercher dans le répertoire depuis lequel on exécute ce script et pas où se situe le script. Je m'explique, si on exécute ce script en étant dans le répertoire, nous on est dans le répertoire /tmp, il va chercher fullcheckup.sh dans /tmp. Le problème c'est que comme on peut exécuter ce script en tant que root, fullcheckup va aussi s'exécuter en tant que root. Et le problème dans le fait d'utiliser un chemin relatif comme ça, c'est qu'on peut contrôler quel fichier est exécuté. Ce qui fait qu'on peut en gros exécuter n'importe quel fichier en tant que root. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le nom de ce fichier, ici. Je vais aller dans /tmp, je vais créer un fichier donc, qui a le même nom. Je vais faire en sorte, ça rame un peu, je vais faire en sorte que ça exécute bash, tout simplement, je vais juste faire ça. J'enregistre, je quitte. J'oublie pas de le rendre exécutable au cas où, pour être sûr. Et là, donc, j'ai bien mon fichier fullcheckup.sh dans mon répertoire. Il y a le même fichier, enfin un fichier qui porte le même nom dans /opt/scripts. Le problème, c'est que comme je vous ai dit, si on exécute system checkup en tant que root depuis le répertoire TMP, donc là je suis dans le répertoire TMP, vous voyez, actuellement je suis dans le répertoire TMP, et il faut que je fasse la fonction fullcheckup quand openFile permission denied. Pourquoi? Ah oui, j'ai oublié sudo, pardon. Sudo, et là visiblement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, je pense savoir pourquoi, alors j'ai une autre méthode. Je vais changer ce fichier. Je vais faire en sorte d'activer le bit SUID sur /bin/bash. J'enregistre. Donc là, j'exécute le script systemcheckup.py que je peux exécuter en tant que root et je fais appel à l'action fullcheckup qui va exécuter donc le fichier fullcheckup.sh dans /tmp que j'ai créé moi. Donne. Si je fais ls-la/bin/bash, maintenant bash a bien le SUID. On le voit parce qu'il est en rouge ici et parce qu'il y a le S ici. Donc si je fais bash-p, maintenant je suis root. Je peux accéder au répertoire root et je peux lire le fichier root.txt. Alors j'oublie pas, même si ça sert à rien, mais par habitude j'enlève le SUID sur /bin/bash. Donc voilà, on a terminé cette box, c'était plutôt cool. Donc on a vu qu'il y avait un serveur web qui tournait sur la machine cible, sur lequel était installé Searchshore 2.4.0, qui était donc vulnérable à une RCE, puisqu'on pouvait injecter du code Python dans la fonction eval. Pour rappel, la fonction eval permet simplement d'exécuter du code Python à partir d'une chaîne de caractères qui est donnée. C'est-à-dire qu'on donne une chaîne de caractères qui sera interprétée comme du code Python. Le problème c'est que justement il y avait une injection de code puisque l'entrée utilisateur n'était pas filtrée. Il n'y avait aucun contrôle sur ce que rentrait un utilisateur, ce qui fait qu'on pouvait passer ce qu'on voulait en fait dans la fonction eval et on pouvait exécuter du code arbitraire. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a eu un pied dans la machine, on a trouvé le mot de passe de notre utilisateur, donc l'utilisateur SVC, dans un fichier de configuration GitHub, d'un repository GitHub, qui était le mot de passe aussi d'un utilisateur sur Gitee. Donc on a vu qu'il y avait Gitee installé aussi sur la machine cible. On a pu, grâce à un script sur lequel on avait les droits d'exécution en tant que root, avec nos droits sudo, on a pu exécuter ce script et on a pu lister les containers et leur configuration. Ce qui a fait qu'on a pu lister les variables d'environnement du conteneur Gitee pour en avoir le mot de passe, en fait le mot de passe de la base de données normalement. Sauf que le mot de passe pour la base de données Gitee avait été réutilisé pour le mot de passe administrator de Gitee. Donc on a pu se connecter en tant qu'administrator sur Gitee. On a pu accéder donc ensuite à un repository privé qui contenait les codes, qui contenait les fichiers qu'on pouvait exécuter en tant que root, donc les scripts bash. Et donc on a vu dans le script qu'on pouvait exécuter en tant que root, donc qui était, je vous le remontre,
qui était ici, systemcheckup.py, on a vu que quand on faisait appel à l'action full checkup, on a une vulnérabilité ici, c'est qu'il n'utilise pas un chemin absolu mais un chemin relatif. Ce qui fait qu'il va chercher le fichier là où est l'utilisateur et pas là où est le script exécuté. Ce qui fait que comme on se situe dans par exemple /tmp, on a pu exécuter n'importe quel fichier en tant que root et donc on a pu élever nos privilèges grâce à ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, vous aurez le compte rendu écrit en description. Vous aurez aussi le sommaire, les documentations utiles, le lien de la box aussi si vous voulez la faire, même s'il faut le VIP puisque c'est une box retirée. Et voilà. Petit moment pub pour le serveur Discord. Vous cherchez un serveur Discord d'entraide et de partage dans le thème de la cybersécurité? Le serveur CTF Hacking France est fait pour vous. Que vous soyez débutant ou non, vous êtes bienvenus, que ce soit pour être aidé ou pour aider. Nous organisons aussi des talks avec des invités qui nous partagent leur expertise. Le lien est dans la description. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront. Et moi je vous dis à la prochaine!